titre ce mardi, visite express de la présidente du Libéria hier lundi à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Le prochain sommet de la CEDEAO et aussi la coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur de la sécurité, ont été abordés. Le club des Amis du panafricanisme initie une conférence sur la contribution du panafricanisme dans l'émergence des États africains. Les conférenciers, les directeurs généraux de Fraternité Matin et des Ivoiriens de l'extérieur. En République démocratique du Congo, l'Union européenne invite le gouvernement et toutes les parties concernées à créer les conditions nécessaires pour permettre la tenue de scrutins libres et transparents. L'Union européenne insiste sur le respect des délais fixés par la Constitution. Bienvenue dans le journal, bonjour à tous et merci d'être sur RTI 1. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, était hier à Abidjan. Elle a eu une rencontre avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Au centre de la rencontre, le prochain sommet de la CEDEAO, la question sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Awa Touré. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, est arrivée aux environs de 10h30 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elle a été accueillie par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont retrouvés par la suite pour une séance de travail au cours de laquelle ils ont fait un large tour d'horizon des dossiers d'intégration sous-régionale en prélude au prochain sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le président Alassane Ouattara et son homologue libérienne se sont également penchés sur la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, de la sécurité transfrontalière et de l'énergie, avec les projets d'interconnexion et la fourniture d'électricité à 18 localités au Libéria. Thank you, Mr. President. I am pleased that nous vous remercions d'avoir rendu cette visite possible. Elle nous permet de prendre des conseils auprès de vous sur des sujets qui concernent nos deux pays pour le développement de nos pays respectifs. Nous avons évoqué les questions bilatérales qui permettront au Libéria d'avancer grâce à la coopération et le soutien de la Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué la possibilité de travailler ensemble au niveau de l'Union du fleuve Mano, au niveau de la CEDEAO. Nous avons évoqué la question de la circulation des biens et des personnes afin de permettre à nos populations de développer le commerce. Monsieur le Président, je voudrais dire que nous avons collaboré ensemble sur de nombreux sujets et nous avons de très bonnes relations. Ces relations ont permis à notre pays, le Libéria, de progresser et de se développer. Nous avons évoqué également les quelques questions qui concernent la CEDEAO pour permettre à notre institution d'avancer. Nous avons évoqué la solidarité qui existe entre nos pays respectifs au sein de la CEDEAO. Nous avons évoqué la façon dont nous devons travailler pour s'assurer que la CEDEAO soit plus compétitive. Je voudrais dire, chers frères, chers collègues, que cette visite est pour moi un réel plaisir. Et je voudrais dire à la population ivoirienne que le président Alassane et moi, nous formons une très bonne équipe et cela nous a permis d'aller de l'avant. Je voudrais également dire aux Ivoiriens que les relations qui existent entre votre président et moi sont de très bonnes relations. Elles existent depuis longtemps, même avant qu'il ne devienne président de la République. Donc encore une fois, je voudrais dire que nous allons travailler ensemble pour le bien de nos peuples respectifs et pour le bien des autres pays de la région. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer très sincèrement ma sœur, Madame la Présidente, pour sa contribution à la paix dans notre pays et lui dire que nous sommes engagés à continuer de renforcer cette belle coopération. Et lui dire que, bien évidemment, à Dakar, nous avons les questions régionales qui nous attendent. Et là également, nous avons une parfaite convergence de vues sur la manière d'aborder ce sommet le 4 juin prochain à Dakar.
Donc, chères sœurs, merci pour votre visite. Le président Alassane Ouattara et la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf se sont par ailleurs félicités de la parfaite coopération entre leurs deux pays. Madame Sirleaf a regagné son pays en début d'après-midi au terme de cette brève visite d'amitié et de travail. Hormis les questions sécuritaires évoquées lors de cette rencontre ivoiro-libérienne, les questions humanitaires sont au centre de bien des rencontres mondiales. Le sommet mondial sur l'action humanitaire a ouvert ses portes hier en Turquie. Des représentants de 135 États dont la Côte d'Ivoire sont réunis afin de réorganiser un système humanitaire à bout de souffle face à des crises de plus en plus longues et nombreuses. Le sommet ne va pas donner lieu à un accord formel ou encore à des textes contraignants, mais à une initiative entre 21 grands donateurs et 16 agences humanitaires. Hervé Blé. Un engagement ferme à répondre aux besoins les plus pressants des populations vulnérables et de la meilleure des façons. Les dirigeants du monde l'ont pris à ce premier sommet mondial sur l'action humanitaire à Istanbul. Rois, chefs d'État et de gouvernement, parmi eux le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Tinkan, répondent ainsi à l'appel du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, invitant à façonner un avenir différent. Après 2015, où ils ont élaboré de nouveaux cadres de réduction des risques et autres catastrophes, également de financement du développement, les dirigeants du monde décident en Turquie de faire face autrement aux différentes crises et aux risques croissants de catastrophes dus au changement climatique. Pour soutenir les 150 millions de personnes ayant besoin d'aide humanitaire et tous ceux qui pourront en avoir besoin, la Côte d'Ivoire a pris avec les autres pays l'engagement de jouer désormais la carte commune de la prévention. Ce sont des rencontres qui sont très utiles parce que vous apprenez, vous indiquez aux autres ce que vous faites, mais vous apprenez aussi des autres ce qu'ils font, de manière à pouvoir tirer donc des compléments d'action que vous pouvez faire donc chez vous. Et je crois que ce qu'on retient de manière globale, ce n'est pas attendre que les catastrophes arrivent d'abord seulement avant d'intervenir, mais il faut aussi les prévenir. Parce qu'il y a des choses qu'on peut sentir un peu à l'avance. Et il faut prendre des dispositions pour prévenir, quand c'est possible, les catastrophes, notamment quand il y a des actions intercommunautaires ou interpeuples, ça peut être prévenu. Accompagne le Premier ministre Daniel Kablan-Tinkan au sommet mondial de l'action humanitaire, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Kone. L'occasion pour elle et les acteurs de l'action humanitaire de mieux se préparer à faire face aux crises et de développer une plus grande résistance aux chocs humanitaires. La Côte d'Ivoire était également présente à la première conférence Italie-Afrique. Le chef de la diplomatie ivoirienne a pris part à cette rencontre à Rome. Au menu, l'examen des défis communs tels que la lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires et le développement durable. Thomas Guissombi. En prenant part à la première conférence Italie-Afrique dans la capitale italienne aux côtés de ses homologues africains, Albert Mabry Touakeus, ministre ivoirien des Affaires étrangères, avait à cœur de partager la réalité de son pays et partant celle du continent dont il est issu. Sur les questions de la lutte contre le terrorisme, la gestion du flux migratoire et le développement durable. Sur la situation sécuritaire pour le chef de la diplomatie ivoirienne, les choses vont en s'améliorant progressivement avec la volonté politique des dirigeants. Toutefois, l'Afrique reste un continent vulnérable face aux épidémies, à la pauvreté et aux autres catastrophes. Elle a donc besoin de partenaires tels que l'Italie et bien d'autres pays du Nord pour faire face aux défis qui sont les siens. L'Europe, l'Italie, les Occidentaux comprennent que la maîtrise du phénomène migratoire a quelque chose à voir avec donc, le maintien des jeunes en Afrique. Nous en appelons donc à la transformation de nos matières premières sur place pour leur apporter une plus-value, mais surtout pour créer des emplois pour les jeunes, créer des opportunités pour les femmes. Pour capitaliser son voyage italien, Albert Mabry Touakeus a eu des rencontres en marge de la conférence. Une avec Kachetou Kayenge, vice-présidente de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, et une autre avec Mario Giro, vice-ministre italien des Affaires étrangères de la coopération. Au menu des échanges, la coopération dans les domaines économiques et sécuritaires. À l'issue de ce voyage, une mission de ministres et d'hommes d'affaires italiens est annoncée à Abidjan dans les tout prochains jours.
Autre grande rencontre, la 51e Assemblée générale annuelle de la Banque africaine de développement. L'énergie et le changement climatique sont les points principaux. Il est question de trouver les solutions adaptées aux besoins énergétiques de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est représentée par son gouverneur au sein de la banque et la ministre du Plan et du Développement, Noël Niagno. Lusaka, en Zambie, accueille pour 5 jours la Banque africaine de développement et ses invités. Ils sont plus de 4000 à réfléchir sur l'énergie et le changement climatique. Un enjeu pour l'Afrique face à l'accès à une énergie de qualité et la menace du changement climatique pour les pays à fort potentiel agricole. Selon les estimations de la BAD et de l'OCDE, seulement 20% de la population africaine a accès à l'électricité. Dans certaines contrées, ce taux est de 5%. En milieu rural, il est de 2%. Or, la demande, toujours selon ces experts, va augmenter d'environ 5% par an au cours des 20 prochaines années. Équiper l'Afrique en infrastructures énergétiques conséquentes devient un impératif vital. Comment y parvenir? Avec quels moyens? Voilà toute la question. Les intelligences africaines devront trouver la solution idoine parce que l'Afrique doit connaître son ère de prospérité et la prospérité est difficile, voire impossible à trouver dans le noir. L'autre menace de l'Afrique sur la route de la prospérité de ses filles et fils, le changement climatique. Là aussi, un danger plane. La paupérisation d'ici à 2030, selon les spécialistes, du fait de la baisse de rendement agricole. En Côte d'Ivoire, les indices sont parlants. Baisse de la production du cacao et du cajou pour environ 20%. Voici donc venu le moment pour la BAD, plus d'un demi-siècle après sa création, de donner à l'Afrique les moyens de compter dans le concert des continents. Et la Côte d'Ivoire, sur la route de l'émergence, a son mot à dire. Elle qui est préoccupée par la mobilisation de ressources pour le financement de son plan de développement 2016-2020, va trouver dans les solutions de Lusaka les réponses pour voir un peu plus clair dans ses contre-performances agricoles conjoncturelles, surtout que pour plus d'une décennie encore, l'agriculture sera le moteur de la croissance de l'économie ivoirienne. Ici, en Côte d'Ivoire, l'opération de remboursement du trop perçu sur les factures d'électricité a démarré hier lundi. Ce n'est pas encore la grande affluence dans les locaux de la CIE, mais le dispositif de prise en charge est bel et bien en place. La compagnie ivoirienne d'électricité invite les usagers concernés à se rendre dans ses guichets jusqu'au 31 mai prochain. Lansine Bakayoko et Adama Kone. Centre de relations clients, bonjour. Marie-Christiane à votre écoute. Si j'ai bien compris, vous voulez avoir des informations sur le remboursement des avoirs. Avoirs remboursés, le total, ça vous fait 41 885 francs. Comme vous le constatez, le remboursement du trop perçu sur les factures d'électricité a débuté. Et visiblement, le service client de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE ne chôme pas. Pour les premiers usagers qui ont effectué le déplacement au guichet, la promesse a été tenue. C'est un soulagement. Je viens de constater que ma facture qui était de 82 970, maintenant on me fait un avoir et je dois payer 67 435 euros. Donc pour moi, c'est déjà suffisant. Et Koto Kwame, lui, était présent au guichet pour un autre problème. Il a eu une belle surprise. J'étais venu tout juste faire l'état financier de l'année 2015 pour le bilan de l'entreprise. Heureusement, la CIE m'a fait le plaisir de me présenter mes avoirs sans que je ne demande. Je suis très content. Elle m'a dit que le mois prochain, lorsque ma facture viendra, on me retirera ce montant, donc j'aurai une facture moins à payer. Les abonnés attendus au guichet sont les particuliers n'ayant pas encore réglé leur facture bimestrielle et les industriels pour qui le report va jusqu'au 7 juin. La compagnie rassure sur la transparence de l'opération. Le calcul a été fait avec toutes les autorités de tutelle, appuyé par un cabinet d'audit de renommée internationale. Il n'y a rien à cacher du tout, tout est transparent. Le directeur général appelle à la mobilisation. Nous leur demandons de passer quand même beaucoup plus tôt, c'est toujours bon, qu'ils viennent maintenant pour régler puisque toutes les dispositions sont prises. C'est le 1er mai dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a pris la décision d'annulation. La mesure concerne environ 1 million d'abonnés sur un effectif global de 1 500 000 clients. Intégration et panafricanisme, deux concepts mis en avant par le Club des Amis du panafricanisme. Ce club a initié une conférence autour de ces deux notions.
Le directeur général de Fraternité Matin et le directeur des Ivoiriens de l'extérieur se sont prononcés sur la contribution du panafricanisme dans l'émergence des États africains. Sidonie Davila. Invité à co-animer une conférence sur le thème « La contribution du panafricanisme dans l'émergence des États africains, le cas de la Côte d'Ivoire », Venance Konan et Isiaka Konaté, respectivement directeur général de Fraternité Matin et directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, ont répondu présents. Dans l'exposé de ces deux conférenciers, il faut retenir que la Côte d'Ivoire est un bel exemple de panafricanisme et d'intégration. On a pratiqué ce panafricanisme depuis les années 60, mais il y a des reculs. Donc il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas de recul. Il faut veiller justement à ce qu'il soit chaque jour renforcé. Nous sommes peut-être un bel exemple, mais nous devons améliorer cet exemple-là et faire en sorte que les autres suivent. La différence nous enrichit. Et cela a été très important dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est une Afrique en miniature, qui regroupe tous les pays africains. C'est un héritage à propager dans les autres pays africains. Il faut comprendre qu'il faut être fondamentalement tolérant et que le panafricanisme, c'est surtout l'humanisme. De cette vision, ils ont appelé les jeunes à s'approprier ces notions en vue de leur permettre de prendre une part active dans le développement des nations. Notre démarche s'inscrit dans celle d'éclairer la jeunesse, de faire en sorte que les jeunes puissent être imprégnés des vraies vertus du panafricanisme pour qu'ils puissent contribuer à l'émergence des différents États africains. Le panafricanisme et l'intégration, deux notions prioritaires pour l'Union africaine. Sa représentante en Côte d'Ivoire, Joséphine Charlotte Kala, à cette conférence, a salué les efforts des panafricanistes, ces combattants de la liberté qui ont beaucoup œuvré pour une Afrique unie, l'exemple de l'UA. Mise en œuvre des objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable veut impliquer tous les services de l'État et les collectivités décentralisées. Les acteurs concernés ont été sensibilisés et informés sur la question. Des comités de développement durable vont être mis en place. C'est un reportage signé Herman Yamia. Développement durable. Le concept est en vogue dans tous les pays du monde depuis quelques années. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste dans ce mouvement mondial. Mais en fait, qu'est-ce que c'est, le développement durable? Le développement durable, c'est une autre façon de faire les choses. On peut faire allusion à un comportement responsable en termes d'économie d'énergie. C'est-à-dire que quand vous sortez par exemple de votre bureau, il faut éteindre l'électricité, il faut couper la climatisation. Dans l'administration, nous utilisons aussi beaucoup de papier dans les impressions, voir dans quelle mesure nous pouvons imprimer recto verso certains documents qui n'ont pas forcément d'être imprimés sur page par page. Maintenant, il y a la gestion des déchets, parce que c'est un modèle qui s'articule autour de 3 piliers. Il y a le pilier social, le pilier environnemental et le pilier économique. Pour concrétiser cette vision et faire de la Côte d'Ivoire un pays exemplaire en matière de développement durable, des initiatives sont menées. C'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier initié par le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour impliquer les services de l'État et les collectivités décentralisées dans cette démarche. La vision du gouvernement ivoirien est de faire en sorte que le développement durable puisse s'ancrer dans tout le corps social, afin que chaque citoyen devienne un acteur responsable qui contribue à l'équilibre entre la qualité de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Après les services de l'État et les collectivités décentralisées, la prochaine rencontre sera avec les entreprises privées. La saison des pluies a démarré, vous l'avez constaté. Les automobilistes et aussi les piétons sont invités à plus de prudence sur les routes. Dans la commune de Yopougon, les usagers du pont piéton qui relie les quartiers d'Andokwa et de Suporex se dégradent de plus en plus. Le pont est devenu aujourd'hui une vraie menace. Les automobilistes de l'autoroute du Nord qui passent juste en dessous, eux aussi sont inquiets. C'est le cas depuis plusieurs mois déjà. Aucune mesure n'a encore été prise pour éviter le pire. Serge Colère. La Suporex n'est pas loin de faire des dégâts. 2 solides blocs de béton se détachent lentement, mais sûrement, menaçant de s'abattre sur la chaussée. Je ne sais pas à quel moment ça peut tomber. Chaque fois quand je passe là, vraiment ça fait peur. C'est un danger permanent pour nous qui sommes habitants de ce quartier. Observé de plus près, ce pont piéton ne présente désormais aucun gage de sûreté. Il est tout simplement dans une phase de dégradation qui interpelle. Actuellement, il pleut. Et vous voyez les gens qui passent là-haut. Le pont peut s'écrouler. Les fers qui sont rouillés là,
Ça fait tellement peur que souvent quand ils passent pour mettre la main dessus, là, c'est un problème pour nous. Un jour même, il y avait un gros camion qui passait, ça allumait le pont. Genre, ça fait un tremblement bizarre là. Ça avait l'impression que ça allait tomber. La meilleure façon de faire les infrastructures, c'est de prévoir leur entretien. C'est dégradé. On attend que demain, il y ait un mort d'homme pour venir au secours. Décidément, l'autoroute du Nord a mal à ses ponts. En témoigne celui-ci à l'entrée du quartier Moussikro sur la voie communément appelée ancienne route de Yopougon. Ces garde-fous brisés datent de bien longtemps. L'un a été occasionné par un camion poids lourd auteur d'un vol plané qui a fini sur la voie express. L'autre a été défoncé par un taxi-compteur qui a eu plus de chance. Ici, comme au pont piéton de Yopougon-Andokwa, le danger guette. La prudence doit être de mise en attendant que des solutions idoines soient trouvées. Un bureau, des tables-bancs et meubles de rangement ont été offerts à l'école primaire publique Biaka 5 de Boisflé. Le déficit en tables-bancs rendait pénibles les conditions d'apprentissage des élèves. Alain Zagadou et Chantal Akando. Ce don de tables-bancs et de tables de bureau réceptionné par les PP Biaka 5 vient combler un déficit de matériel de travail dans cette école. Les PP Biaka 5 a un effectif de 255 élèves pour 76 tables-bancs, soit un ratio de 3 élèves par table. Cette action du Rotary Club de Boisflé va permettre d'améliorer les conditions de travail des élèves selon la représentante locale de ce club service. La directrice de l'EPP Biaka 5, Berthe Bani, a salué cet acte et a souhaité que ce geste se poursuive pour le bonheur de ses élèves. Représentant le conseil régional de la Maraoué, Patrice Alla, a indiqué que cette action vient appuyer celle des collectivités locales qui ont en charge le développement de la région. Au nom du conseil régional de la Maraoué, Patrice Alla a félicité les enseignants pour le travail abattu chaque jour pour la formation des enfants. En marge de la cérémonie de don, un dîner gala a été organisé en vue de présenter officiellement la nouvelle équipe du Rotary Club de Boisflé, dirigée par sa nouvelle présidente Françoise Manou Pan. Les femmes du département de San Pedro ont décidé de fédérer leurs énergies afin de lutter contre la pauvreté. Elles ont constitué une fédération de 300 associations. Il s'agit pour cette fêtière de trouver des financements en vue de développer les activités génératrices de revenus en faveur de leurs membres. La ministre Anne-Désirée Oloto est allée investir la fédération à la place Rotary. Thérèse Yoboué. L'union fait la force, dit l'adage. Et les femmes du département de San Pedro l'ont bien compris. Elles se sont mises ensemble à travers une fédération dénommée ALID. Cette fédération a été mise en route officiellement par la ministre Anne-Désirée Oloto. J'ai trouvé à San Pedro des femmes déchirées, des femmes divisées, des femmes séparées. Ça a été difficile. Nous avons travaillé nuit et jour. Aujourd'hui, je viens trouver à San Pedro une fédération de près de 300 organisations féminines. Je vous félicite. Akissi Kwame, général de brigade, également marraine de cette cérémonie, a invité ses filleules à la discipline de groupe et à suivre des formations pour plus d'efficacité. L'initiateur de ce regroupement de femmes, Félissa Noblé, a demandé aux femmes du département de San Pedro de suivre l'exemple de leur marraine Anne Oloto dans le travail avant de justifier l'idée de fédérer ces femmes. Nous avons donc pensé qu'il était important de fédérer ces femmes et de leur permettre toutes d'être reconnues par l'administration en ayant des documents officiels qui leur permettent d'exercer leur activité d'association. Anne Oloto a offert à ses filleules une fourgonnette pour le transport des marchandises. Pour le financement des activités, selon la nouvelle présidente, Lucie Tianlou, des financements existent. Les femmes députées présentes à cette cérémonie ont offert des ordinateurs et des imprimantes au bureau de cette nouvelle fédération. Les acheteurs, transformateurs et exportateurs de la noix de cajou de la région du Ourodougou ont eux aussi décidé de fédérer leurs efforts pour la professionnalisation de leur filière.
Les membres de leur association ont été invités à travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives et la structure de la régulation de la filière. Le reportage de Kwadjo Kwame. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de la noix de cajou au plan mondial, devant l'Inde et le Vietnam. Pour conserver cette place et surtout produire de l'anacarde de qualité, l'organisation et la professionnalisation de la filière s'imposent. Ce défi de la professionnalisation de la filière commence à prendre forme dans les zones de production. Les acheteurs, les transformateurs, les exportateurs de la région du Ouagadougou sont désormais unis au sein d'une association. Notre ambition, c'est de faire du Ouagadougou la région de la qualité en matière d'anacarde, de faciliter la fluidité routière en sensibilisant nos acheteurs, nos transformateurs et nos exportateurs au respect des forces de l'ordre. Cette organisation a été officiellement présentée aux autorités administratives et à la structure de régulation de la filière. Le Conseil du coton et de l'anacarde encourage cette initiative qui va contribuer à relever les énormes défis de l'anacarde ivoirien. Les défis de la qualité et de la transformation restent des enjeux majeurs de la filière. C'est une belle initiative que le Conseil loue parce qu'elle nous permet non seulement d'échanger avec des acteurs importants de cette filière au niveau local, de leur faire passer des messages qui sont extrêmement importants pour nous, demander aux autres régions de faire comme eux. Koné Youssouf, délégué régional du Conseil du coton et de l'anacarde, a appelé les membres de cette organisation à travailler en étroite collaboration avec le Conseil. Le Ouagadougou a été la première zone productrice de la campagne dernière avec 176 000 tonnes de noix de cajou collectées. Le célèbre téléfilm ivoirien Ma famille prépare son retour sur le petit écran. Le tournage de la saison 2 va démarrer en juillet prochain. Pendant 8 mois, il va se dérouler dans 7 pays africains. La réalisatrice a remis le scénario au ministre de la Culture et de la Francophonie. Le reportage de Issaïo est commenté par Adama Koné. Passez pour aller où? Je vais voir si mon fils se porte bien. Il se porte très bien. Je vais voir de mes yeux. Nadia, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a dit qu'il se porte bien. Ma grande famille, saison 2 du téléfilm à succès Ma famille, bientôt sur les écrans de télévision. Le tournage de cette deuxième saison va démarrer au mois de juillet pour une durée de 8 mois. La productrice et réalisatrice de ce téléfilm a remis au ministre de la Culture et de la Francophonie le scénario. Je reviens, ma famille et ma grande famille, c'est les mêmes comédiens. C'est Gou, c'est Boyeri, c'est Clémentine, c'est Amélie, c'est Décoté, c'est Dibé, c'est tout le monde. Nous avons distribué les séries, les telenovelas et pas mal de séries à succès et nous nous sommes dit qu'il fallait donner une rampe de lancement pour le film ivoirien et pour les acteurs ivoiriens. Et avec ma famille, cette expérience a été réussie. Le budget du film est de 700 800 000 francs CFA. Un budget qui sera bouclé par la coproduction et les pays qui abriteront le tournage. Le ministre de la Culture et de la Francophonie rassure sur la participation ivoirienne. Je réceptionne ce scénario avec beaucoup de fierté et je voudrais ici, au nom du ministère de la Culture, au nom du gouvernement, féliciter Akissi Delta pour son génie, pour son talent et pour son engagement au service de la Côte d'Ivoire à travers ce qu'elle sait faire le mieux. En tout état de cause, sur les 700 millions, nous pensons pouvoir prendre une bonne part. Le téléfilm Ma grande famille est devenu une affaire sous-régionale. Outre la Côte d'Ivoire, 6 autres pays vont accueillir l'équipe de tournage. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, du Niger, du Sénégal et du Togo. Élection en République démocratique du Congo, le Conseil de l'Union européenne invite le gouvernement et toutes les parties concernées, en particulier la Commission électorale nationale indépendante, à créer les conditions nécessaires pour permettre la tenue de scrutins libres, transparents, inclusifs et pacifiques, notamment les élections présidentielles et législatives. L'Union européenne insiste sur la tenue des élections régulières organisées dans le délai fixé par la Constitution. 148 morts et des dizaines de blessés au lendemain de 7 attentats dont des attaques suicides en Syrie. Les habitants de la province côtière de Latakia sont encore sous le choc. Ces attentats revendiqués par le groupe État islamique ont suscité une vague de condamnation partout dans le monde.
L'écologiste Alexander Van der Bellen est le nouveau président d'Autriche. Il a remporté un second tour très serré face au candidat d'extrême droite Norbert Hofer. Van der Bellen, ancien professeur d'université, est âgé de 72 ans. Il totalise 50,3% des suffrages contre 49,7% pour Norbert Hofer. Thomas Guissambi. Une victoire sur le fil, pourrait-on dire. L'écologiste Alexander Van der Bellen est élu président de l'Autriche avec 50,3% des voix. Il devance ainsi de 31 000 voix Norbert Hofer, le candidat d'extrême droite. Une victoire reconnue par le perdant peu avant l'annonce des résultats définitifs sur son compte Facebook. L'élection d'Alexander Van der Bellen a suscité des réactions dans la classe politique française. Manuel Valls, Premier ministre français, a exprimé son soulagement de voir les Autrichiens rejeter le populisme et l'extrémisme. Marine Le Pen, quant à elle, salue plutôt la performance historique du candidat d'extrême droite qui a frôlé la victoire à quelques milliers de voix près. Un parti vert à la tête de l'Autriche, cela ne s'est pas vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Seul régnant maître sur la vie politique autrichienne, les partis social-démocrates et conservateurs chrétiens. Alexander Van der Bellen remporte une victoire inédite et historique, mais il aura fort à faire pour réconcilier une Autriche divisée. Le 8 juillet prochain devrait avoir lieu la passation de pouvoir entre le sortant, le social-démocrate Heinz Fischer, et le président élu Alexander Van der Bellen. Et c'est tout pour ce 13h. Merci à tous de rester avec nous sur RTI 1. Très bel après-midi à tous, malgré la pluie.